Ce sont les bénéfices du groupe Total, bénéfices doublés au deuxième trimestre. Cela relance bien sûr la taxation sur les superprofits et ce sur fond de flambée des prix et d'inflation au plus haut. Au Mans, un homme a été arrêté après une agression au couteau. Plusieurs passants ont été blessés hier. Des expertises psychologiques sont en cours. L'arme blanche est-elle la nouvelle menace dans nos villes? Un phénomène imprévisible et difficile à mesurer. On en débattra à partir de 23h30. Et puis on vient d'en parler longuement de cet imam proche des frères musulmans qui sera bientôt expulsé. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé. L'homme est accusé de tenir un discours haineux contre les valeurs de la République. Mais on en vient donc à cette poignée de main sur le perron de l'Élysée. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman était reçu ce soir à dîner. Une visite événement qui a fait grincer des dents à l'Élysée. Dominique Marie revient sur cette visite et donc sur cette longue poignée de main sur le tapis rouge à l'Élysée. La poignée de main entre les deux hommes a été particulièrement chaleureuse. Emmanuel Macron a descendu les quelques marches du perron de l'Élysée en direction de son hôte, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est le dirigeant de facto de ce pays. Et puis ils se sont affichés avec un grand sourire face aux objectifs, aux caméras et aux photographes qui étaient rassemblés dans cette cour de l'Élysée peu avant ce dîner de travail qui devait les réunir avec un certain nombre de ministres des deux pays. Alors, cette scène, il faut bien le comprendre, il y a encore quelques mois, il y a un an, elle n'aurait probablement pas été possible. Pourquoi ? Parce que Mohammed Ben Salman était littéralement ostracisé par la plupart des démocraties occidentales. Il était considéré comme le commanditaire de la mort d'un homme, du meurtre d'un homme. Jamal Khashoggi, journaliste critique de son pays et de son régime, qui avait été assassiné au sein même du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. C'était en 2018. Mais voilà. 4 ans ont passé et depuis, une autre crise est arrivée. La crise ukrainienne, cette guerre, des Européens qui ont décidé aussi de se passer des hydrocarbures russes. Et l'Arabie Saoudite est le premier producteur de pétrole brut au monde. C'est un acteur essentiel si on veut tenter de faire baisser les cours. On sait que si demain l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP décidaient d'augmenter leur production, mécaniquement, les prix du pétrole baisseraient, les prix à la pompe baisseraient également pour les Français. Donc c'est évidemment un enjeu essentiel. Est-ce qu'il y a une part de cynisme? Est-ce qu'il y a une part d'hypocrisie, pour reprendre un mot qu'a utilisé Emmanuel Macron récemment en Afrique? Non, nous dit l'Élysée. D'abord, on va parler des droits de l'homme. On sait que cette visite est très critiquée, évidemment, par les organisations qui défendent les droits de l'homme. Mais surtout, la France a besoin de parler à tout le monde. Si elle veut être utile, si elle veut agir, elle doit parler à tout le monde. Et pour être utile, il faut parler notamment à MBS, Mohammed Ben Salman, le dirigeant de fait de l'Arabie Saoudite. Et on en parle ce soir en plateau avec nous, Sylvie Berman. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes consultante diplomatie BFM TV. Gérard Vespierre, analyste en géopolitique, fondateur du site Le Monde Décrypté. Et également Younes Belfella, enseignant à l'Université Paris et spécialiste du Moyen-Orient. Et puis à distance, nous sommes en ligne avec Qatar Abou Diab. Vous êtes politologue et on vous donnera la parole dans un instant. Vous êtes en train de vous équiper. Je commence par vous, Sylvie Berman. Est-ce qu'il faut voir un message politique dans cette très longue poignée de main qui a eu lieu tout à l'heure sur le tapis rouge à l'Élysée ? À partir du moment où on accueille un chef d'État, on l'accueille bien et donc c'est normal qu'il lui serre la main. Je sais qu'on a fait la comparaison avec Joe Biden qui a choisi de le faire à la manière Covid. Mais ça ne change rien au fait qu'il est quand même allé à Canossa et qu'il est allé en Arabie Saoudite après avoir dit que c'était un paria et qu'il n'aurait jamais de contact avec lui. En plus, avoir dit à ce moment-là que l'Amérique était la boussole du monde. Donc, Joe Biden l'a fait. Le président de la République, d'ailleurs, qui a toujours eu, même s'il y a eu un froid après l'assassinat de Khashoggi, finalement a maintenu les relations, est allé à Jeddah. Effectivement, il parle à tout le monde, puisqu'il a reçu également Sisi, il a reçu MBZ, et donc il est dans une logique qui est aussi la logique française, où on est membre permanent du Conseil de sécurité, on parle à tout le monde. L'Arabie Saoudite est membre du G20, qui est quand même une instance de coordination mondiale importante, donc on ne peut pas faire comme si le pays n'existait pas. Et puis il y a la raison essentielle qui est effectivement les prix du pétrole, qui est une véritable inquiétude en France
et en particulier pour l'automne, avec des risques de mécontentement sociaux. Et donc, il essaie effectivement d'obtenir une augmentation du prix du pétrole, sachant malgré tout que l'OPEP+ est coprésidé par l'Arabie Saoudite et par la Russie, et que donc c'est difficile de faire un geste. En tout cas, ça n'a pas été fait dans le cas de Biden, mais peut-être que là, un effort sera fait. Mais en tout cas, c'est normal qu'il le fasse, et on ne peut pas considérer que tel pays n'existe pas et qu'on n'aura plus jamais de contact avec lui. D'autant plus qu'il a 36 ans, il est là pour des décennies. Gérard Vespierre, est-ce que vous pensez que c'est une réhabilitation à laquelle on assiste ce soir, réhabilitation diplomatique du prince héritier? C'est une parcelle de réhabilitation. Il y a eu déjà d'autres mouvements. Donc, vous venez de signaler effectivement ce qui a été fait par les États-Unis. Il ne faut pas oublier le plus radical critique de Mohamed Ben Salman, le président Erdogan. Donc, qui a eu sur son sol, effectivement, à gérer cette affaire. Et donc, après avoir crié au loup, finalement, le procès qui a débuté en Turquie a été, comme on dit, dépaysé. La Turquie s'est défaussée en disant maintenant, c'est à vous, à l'Arabie, de régler votre dossier. Et il y a 2 mois, qui était accueilli à Ankara, Istanbul? Mohamed Ben Salman. Donc, voyez-vous, il y a un processus global international parce que la situation dans les pays du Moyen-Orient est complexe. Il y a l'épineux dossier iranien et donc il faut que nous soyons très, très, très vigilants sur l'ensemble de la situation énergétique et géopolitique. Alors justement, au-delà du symbole, au-delà des critiques dont on parlera dans un instant, je voulais me tourner vers vous, Qatar Abou Diab. Qu'est-ce qu'on peut attendre très concrètement des échanges, des discussions qui ont eu lieu ce soir à l'Élysée entre le président français et le prince héritier saoudien? Il faut bien le rappeler, il y avait une visite importante du prince héritier en 2018 et beaucoup d'accords ont été signés à l'époque. Maintenant, la France, c'est le premier partenaire culturel de l'Arabie saoudite. La France exporte ses valeurs. Il y a des lycées français, il y a 2 alliances françaises, il y a beaucoup d'étudiants saoudiens qui viennent en France. Donc, il y a une base pour un changement culturel en Arabie saoudite avec MBS et la France contribue. Et sur le plan industriel, maintenant, on construit même des navires à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Il y a des échanges à plusieurs niveaux. 179 sociétés françaises travaillent là-bas et je pense qu'il y aura beaucoup de choses en commun concernant aussi la stabilité pas seulement du marché pétrolier, la contribution au règlement de la crise énergétique en Europe, mais aussi à travers beaucoup d'accords de coopération. L'Arabie saoudite, c'est un acteur incontournable sur le marché énergétique et au Moyen-Orient et au monde musulman. Et la France, c'est un membre permanent des Nations Unies qui a besoin de parler à tout le monde et qui a toujours maintenu une ligne efficace. Elle parle de droits de l'homme, mais pas toujours avec propagande, mais avec réalisme, et elle obtient des résultats. Alors, Younes Belfella, vous êtes avec nous ici en plateau. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au-delà de la question du pétrole, le prince héritier, c'est évidemment le futur dirigeant, même s'il a déjà beaucoup de pouvoir, mais c'est lui qui sera amené à régner sur le royaume saoudien, et il prépare son pays à l'après-pétrole, et donc il noue aussi des relations économiques pour un développement du royaume. Moi, je considère quand même que l'avènement de ce prince héritier était une révolution. C'était une révolution en Arabie Saoudite, déjà dans la famille, parce que c'était très important quand même de voir pour la première fois un dirigeant jeune. Parce que ça fait longtemps qu'on voit des dirigeants saoudiens qui ont 80 ans, 90 ans. Donc c'est la première fois qu'on voit quand même un jeune qui vient avec un projet de modernisation. Je peux pas dire que c'est un projet démocratique, mais c'est un projet de modernisation. D'abord de l'administration, une certaine ouverture économique, beaucoup de travail sur la partie juridique parce qu'il a quand même réalisé d'ouverture en matière de droits de femmes, aussi l'implication des jeunes dans le champ, je dirais, de gestion. Et en plus, il y avait l'ouverture par rapport à des secteurs comme le tourisme, comme le divertissement pour la première fois. Il a lutté contre le clergé
religieux qui était quand même un pouvoir parallèle, un pouvoir religieux dans le pays. Et l'importance de l'Arabie Saoudite, c'est d'abord parce que c'est un pays quand même du G20, mais aussi c'est le leader du monde musulman. On est en train de parler avec un symbole quand même de l'islam dans le monde entier. C'est quand même un pays leader de la région et du monde arabe. Et par la suite, il y a la partie concernant la question de l'énergie. Premier exportateur, troisième producteur du pétrole. Maintenant, sur la question du pétrole et du gaz, on est quand même face à une augmentation de prix d'à peu près 45% depuis le début de la guerre en Ukraine. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, si fait un effort d'aller de produire plus de 2 millions ou 3 millions de plus, certainement le prix du pétrole il va changer. Mais est-ce que c'est dans son intérêt ? Là maintenant, il faut savoir, parce qu'il y a une partie politique. L'Arabie Saoudite a la capacité de produire un baril de pétrole à $9 et rester gagnante. D'accord ? Parce que vu la marge qui existe actuellement, il y a beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, parmi les efforts de modernisation qu'il a fait Mohamed Ben Salman, c'était l'introduction en bourse de la société Aramco, le géant pétrolier du pays qui fait un énorme bénéfice. Et donc forcément, il y a un effort diplomatique. Et comme je dirais, c'est-à-dire il y a l'OPEP+, certainement, c'est une co-direction avec la Russie. Ça peut créer beaucoup de problèmes en matière de mécanismes sur la question de prix. Mais je crois que l'Arabie Saoudite, actuellement en pleine diversification économique, elle partage beaucoup d'intérêts et c'est l'occasion aussi de saisir ses intérêts. Il y a des entreprises françaises qui travaillent déjà en Arabie Saoudite, les grandes entreprises françaises comme Total, comme Veolia, comme Accor. Il y a des contrats sur le plan culturel. La cité d'Al-Oula, qui était une cité quand même très culturelle en Arabie Saoudite, c'est la France qui dirige cette cité et c'est la France qui partage des savoir-faire pour la création de certains musées en fait en Arabie Saoudite. Je crois qu'il y a quand même une relation ambitieuse entre la France et l'Arabie Saoudite. Il faut avoir de réelles politiques là-dessus. Comme on a reçu le président des Émirats Arabes Unis et le président égyptien la semaine dernière, là maintenant on est face à une ouverture avec un pays qui a du poids dans cette région et il faut tisser des relations très pragmatiques parce que j'entends bien les critiques de la société civile et c'est le travail de la société civile. On y viendra dans un instant. Parce qu'il faut critiquer. Mais par exemple sur la question d'armement, il faut savoir que si on décide en Union européenne de ne plus vendre d'armes pour l'Arabie Saoudite, excusez-moi, mais il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a autant de pays qui peuvent faire ce travail et qui n'exigent pas des règles de droits de l'homme. Donc il faut franchement faire la séparation entre un discours de la diplomatie parallèle par les ONG, par les activistes et un discours ou un effort diplomatique de l'État, surtout avec le président Macron qui a une politique française pour le monde arabe qui comprend parfaitement cette nouvelle génération des dirigeants du monde arabe parce que quand même le changement ou le fameux changement qui est arrivé avec le printemps arabe, il a créé un sentiment de méfiance entre le monde arabe et l'Occident. Et actuellement, on est en train de bâtir une nouvelle relation basée clairement sur les intérêts mutuels. Au fond, Sylvie Bermann, l'Arabie Saoudite est un acteur incontournable d'un point de vue énergétique, même diplomatique, sur les dossiers du Proche-Orient, évidemment le conflit israélo-palestinien ou encore l'Iran. À quel point on ne peut pas se passer de ce pays et on est bien obligé, ou en tout cas on reçoit ce président, ce futur dirigeant du royaume, parce qu'évidemment on ne peut pas se passer de l'Arabie Saoudite. Non, on ne peut pas se passer de l'Arabie Saoudite, on ne peut pas non plus la rayer de la carte, faire comme si elle n'existait pas. Donc il y a eu cet événement qui est tragique et qui est un événement criminel bien évidemment. Mais en même temps, il y a effectivement la réalité, c'est-à-dire l'importance de ce pays dans sa région, bien évidemment sur le plan géopolitique, par rapport à l'Iran aussi et par rapport à d'autres pays. Et puis, sur le plan énergétique, c'est effectivement, à partir du moment où on a décidé de se passer de l'énergie russe, eh bien, nous sommes obligés de nous tourner vers l'Arabie Saoudite et on ne choisit pas les dirigeants des autres pays. Qatar, Abou Diab, on s'y perd un peu parce qu'on n'est pas des spécialistes de géopolitique. Au fond, MBS, il est modernisateur. On parlait d'un révolutionnaire dans son pays. Et en même temps, certains le décrivent comme un paria qui aurait presque du sang sur les mains, avec notamment cette affaire Khashoggi dont on va parler dans un instant. Aidez-nous à comprendre à qui on a affaire, qui a été invité et reçu ce soir à l'Élysée. Écoutez, avant tout, au-delà de tout cliché,
c'est les dirigeants effectifs maintenant de l'Arabie saoudite. Et comme l'a dit l'un des interlocuteurs, peut-être il serait certaines décennies. Quoi qu'il en soit, le roi Salman, le roi actuel, qui est en mauvais état de santé, qui a pris le pouvoir en 2015, a décidé de changer les systèmes de succession dans ces pays. Au lieu de passer d'un frère à un autre et de risquer un scénario à la soviétique avec les secrétaires généraux, donc il a choisi l'un de ses fils, pas l'aîné de ses fils, car c'est un ancien ministre de la Défense à l'époque de Féroua Abdallah. Il a trouvé en lui la qualité de quelqu'un qui pourrait être, bien sûr, un homme fort, mais en même temps, un homme qui conduit la transition de la modernisation et la transition de la diversification de l'économie saoudienne. Et je pense, si on modernise les pays, comme on le fait actuellement, si on change la société et si on change l'économie, ça arrive. C'est-à-dire, on ne peut pas dans des pays, c'est un nouveau pays, l'Arabie saoudite, il date vraiment de 1936. On ne peut pas imposer les valeurs démocratiques, on ne peut pas construire là-bas une démocratie à l'anglaise ou à la française. Chaque pays a ses valeurs. Il faut comprendre que si la France décide les systèmes de valeurs des autres, peut-être avec la Chine, la Russie, l'Inde, beaucoup d'autres acteurs en embuscade, l'Occident perd la bataille de la concurrence. Et pour cela, il y a des intérêts mutuels, il y a des gagnants-gagnants. Et je pense, Mohammed Ben Salman, c'est pas un homme démocrate, mais c'est un homme qui pense qu'il dirige son pays vers une nouvelle époque. Dans l'affaire de Khashoggi, comme dans beaucoup d'autres affaires, la semaine dernière, le président Macron a échangé 2 heures pour convaincre le président iranien Raisi de changer son point de vue à propos du sujet nucléaire. Vous connaissez la situation des droits de l'homme en Iran. Donc pourquoi on insiste simplement sur un pays, on oublie un autre? Donc dans cette région du monde, on ne peut pas. Les systèmes sont des systèmes, même qui se disent parfois démocratiques, ils ont leur nature. Et je pense la France, avec sa diplomatie, elle parle avec l'Arabie saoudite des droits de l'homme. Plusieurs cas individuels de droits de l'homme ont été résolus grâce aux efforts français. Au lieu de faire de la propagande et des surenchères, la diplomatie française est efficace et le président Macron tente d'améliorer les dossiers des droits de l'homme par-ci, par-là, pas avec nervosité, ni avec des déclarations comme celle de Biden et après on oublie les déclarations, mais par réalisme. Merci. On va donner la parole à Gérard Vespierre avant de venir sur les critiques entendues notamment sur la question des droits de l'homme. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Au fond, l'Arabie saoudite est ce qu'elle est, mais MBS, c'est avant tout un modernisateur. Tout à fait. Il y a eu un lancement du plan Vision 2030, lancé en 2016, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il a déjà été conçu entre 2010 et 2015. Donc c'est une vision à très long terme et qui a été vraiment enfantée parce que il y a un proverbe saoudien qui dit « Mon grand-père voyageait en chameau, mon père voyageait en voiture, mon fils voyage en avion, mon petit-fils revoyagera en chameau ». Donc ça veut dire que la courbe d'extraction du pétrole, eh bien, elle aura une durée de vie et ça ne sera pas éternel. Donc la vision des dirigeants était de dire, avec la richesse accumulée, avec les fonds souverains, avec les bénéfices effectivement de l'Aramco, la compagnie d'État pétrolière, eh bien, on va transformer le pays. D'abord, on va s'ouvrir sur l'hydrogène, on va rester dans la technologie, production d'énergie, et puis on va passer au tourisme, comme cela a été signalé tout à l'heure, et puis au sport. Ils sont en train de construire 14 ou 16 cours de golf, ou parcours de golf plus exactement, avec une concurrence avec la Ligue professionnelle américaine. Enfin bon, c'est vraiment des révolutions culturelles, comme a fait Dubaï en son temps. Donc il y a un modèle du Moyen-Orient qui est en train d'évoluer, et cela se trouve aussi sur le plan sociétal, où la femme
maintenant peut voyager à l'étranger sans l'autorisation de son mari, créer sa société sans l'autorisation de son mari et obtenir le divorce. Donc, ce sont des choses qui sont pour nous, mais d'un commun absolu. Pour des sociétés qui ne connaissaient pas cela, en quelques années, c'est une grande évolution. Alors, et donc, il faut qu'il y ait beaucoup de précautions aussi vis-à-vis des forces plus conservatrices du pays. Alors, on va en venir justement à ce qui fait beaucoup parler, c'est évidemment la question des droits de l'homme, parce des plaintes ont été déposées aujourd'hui en France par des organisations non gouvernementales contre donc le prince héritier saoudien, plaintes pour complicité de disparition forcée et complicité de torture. Ça fait évidemment référence à ce qu'on a appelé l'affaire Khashoggi, ce dissident saoudien qui a été assassiné et avec des services saoudiens qui sont incriminés, en tout cas suspectés d'être à l'origine de cette mort et qui a valu à MBS d'être au banc des dirigeants internationaux. Évidemment, ça a créé beaucoup de réactions, notamment à gauche, au sein du milieu associatif sur le fait de recevoir ce soir sous le tapis rouge le dirigeant saoudien. On a posé aujourd'hui la question à la Première ministre. Écoutez sa réponse et on en parle juste après. Il ne s'agit pas de remettre en cause notre engagement en faveur des droits de l'homme. Le président de la République aura certainement l'occasion d'en parler avec M. Mohammed Ben Salman. Mais par ailleurs, il est normal, et je pense que les Français ne comprendraient pas, dans un contexte où on sait que la Russie menace de couper et recoupe l'approvisionnement en gaz, où on a des tensions sur les prix de l'énergie, qu'on ne discute pas avec les pays qui sont précisément producteurs d'énergie. Donc ceci ne remet pas en cause, évidemment, les attentes qui pourront être exprimées sur le respect des droits de l'homme auprès de Mohammed Ben Salman, je l'ai dit. Sylvie Bermann, des plaintes contre le dirigeant alors qu'il arrive à Paris, qu'il est reçu, qu'il n'était pas revenu en Europe depuis des années. Est-ce que c'est un problème politique pour lui ou c'est une péripétie, entre guillemets, franco-française ? Je crois que les ONG, qui sont des ONG humanitaires, sont parfaitement dans leur rôle de dénoncer ou de saisir la justice. J'imagine que cela peut se produire dans d'autres pays également, d'autant plus que ces ONG ne sont pas spécifiquement françaises, même si celles-là ont leur siège à Paris. Donc, il vient d'être mentionné l'Iran en particulier, n'est-ce pas ? La semaine dernière, il y a eu 54 exécutions en Iran. Alors, que font les ONG ? On peut se poser la question. Elles ont deux yeux ou un œil ? Bon. Donc, il y a des choses, donc une pendaison en public, donc la chose la plus horrible du monde. Bon, donc vous avez là des sujets dont les ONG pourraient aussi, je dirais, se charger et mettre en avant, pas seulement dans un pays. Il y a des nombreuses difficultés, on le sait, dans de nombreux pays, hélas, du monde. Cette émotion créée en France, est-ce que ça vous semble justifié ? Un petit peu anecdotique, franco-français, comment vous qualifiez le... Non, je trouve que d'abord c'est tout à fait normal. La France, c'est un berceau quand même des droits de l'homme, donc forcément, on a une société civile qui est très forte, très bien équipée. C'est le travail de la société civile. Maintenant, on sait parfaitement que c'est des plaintes qui vont pas avoir quand même un suivi parce qu'il y a l'immunité diplomatique par la suite. Donc, mais c'est d'une façon symbolique, c'est très important de faire une pression sur la question des droits de l'homme. Mais sur l'affaire de Khashoggi en particulier, il y avait quand même une partie prenante, c'est la Turquie. C'est le pays là où c'est tout. C'est là, effectivement, exactement, c'est le théâtre, enfin dire de toute la scène. Et donc la Turquie qui a fait un chantage par rapport à ce dossier-là pour des intérêts économiques. Il y avait une rencontre entre Erdogan et MBS, ça fait quelques mois, avec la signature de pas mal de contrats. C'est pas la première fois qu'on est en train d'épingler l'Arabie Saoudite par rapport à un dossier. D'ailleurs, le pragmatisme américain le montre clairement. Parce qu'il y avait ce rapport de la CIA avec le président Biden, mais on se rappelle bien qu'il y avait aussi un autre rapport bien avant, qui est le rapport 9/11, qui était fait sur l'implication, on va dire, de l'Arabie Saoudite sur les événements du 9 septembre 2001. Mais il y avait toujours une bonne relation entre les États-Unis d'Amérique
et l'Arabie Saoudite, avec des intérêts économiques immenses et avec beaucoup d'influence des États-Unis dans cette région. Donc, il faut capitaliser sur les changements qui sont en train de dérouler en Arabie Saoudite en termes de modernisation. Il faut voir aussi nos intérêts par rapport à la question économique. Et aussi, j'aimerais bien souligner la situation géopolitique, c'est-à-dire quand même, c'est une région là où il y a des acteurs majeurs, des puissances régionales, la Turquie et l'Iran, et les deux pays. Pour moi, ils ne sont pas des pays démocratiques. Voilà, et c'est des pays qui ont quand même un agenda d'expansionnisme dans cette région. La Turquie se base sur les frères musulmans pour faire sa stratégie d'expansion. Et les Iraniens, ils ont des proxys dans le monde arabe, au Liban, au Yémen, en Syrie et en Irak. En plus que ça, l'Iran, elle a créé ce qu'on peut appeler une assurance vie. C'est la question de dossiers nucléaires pour négocier avec les puissances occidentales sur pas mal de dossiers. Et donc, la semaine dernière, il y avait un sommet entre Poutine, Erdogan et le président iranien. Ça montre quand même qu'on est face à une politique des axes dans cette région. Et on est en train de chercher des alliés qui sont sûrs, crédibles et bien évidemment forts. Et je crois que l'Arabie Saoudite représente quand même une puissance régionale très importante. On peut tirer bénéfice de cette relation, d'abord, de point de vue bilatéral. Il faut rappeler quand même que ce pays, il a un fonds souverain d'investissement de 450 milliards de dollars. Il est en train d'acheter des actifs dans pas mal d'entreprises, y compris des entreprises américaines. Bah, il y a Facebook, il y a Starbucks, il y a Nike, il y a pas mal de grandes entreprises et les clubs de sport aussi en Europe, en Angleterre, Newcastle, en Espagne. Donc, il y a plein de projets de diversification qui se passent à travers les pays du Golfe qui détient actuellement le rôle de leadership du monde arabe. C'était avant l'Irak, la Syrie et l'Égypte. Actuellement, il faut parler avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis et avec le Qatar. Le Qatar qui est bien accueilli en France, sachant bien qu'il est toujours critiqué par rapport à la situation des travailleurs étrangers pour le chantier du Coupe du Monde en 2022. Donc, forcément, il faut avoir plus de réel politique dans cette question. Gérard Vespierre, est-ce que vous avez le sentiment finalement que le prince héritier profite de la guerre en Ukraine et que la crise énergétique qui entoure notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine eh bien, remet l'Arabie Saoudite au centre du jeu? C'est un effet collatéral positif, effectivement, qui ramène dans cette situation énergétique les grands producteurs eh bien, à avoir des cartes maîtresses, puisqu'on le voit avec la Russie. Et à nouveau, je crois qu'il faut bien regarder la situation de la totalité de la région. La situation iranienne intérieure peut être très explosive. Si l'Iran venait à être déstabilisé par un début d'émeute croissant, disons, eh bien, il y aurait une déstabilisation d'un acteur important et il faut donc que l'ensemble des voisins soient bien attentifs, réunis et que l'on ait avec eux des relations privilégiées. Merci.